Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Sacha Nokovic est resté avec nous pour parler sport dans un instant. Ça va, Sacha? La grande forme. Julien Pichenet aussi va nous présenter une petite pépite issue tout à l'heure des archives d'Europe 1. Et alors, j'ai la chance de recevoir ce matin une comédienne de théâtre. Elle a joué dans plus de 25 pièces. Une actrice avec plus de 120 films au compteur, mais aussi auteur d'une quinzaine d'ouvrages vendus à 2 millions d'exemplaires. Et quand il lui reste un petit peu de temps, elle m'a fait aussi de la peinture. Bonjour. Bonjour. Et mes robes, petite fille de couturière. Et couturière et ma aussi. collection d'été. Oh là 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 là, ouais. exceptionnel. Et les jardinières aussi, j'ai vu ça. Oui, On en parlera tout à l'heure ouais. parce que vous avez un jardin absolument magnifique. Et alors, c'est une nouvelle Annie Dupéret que l'on découvre ce matin à ce micro par rapport à celle qui est venue il y a un an. Ouais. Vous avez totalement changé de look là. C'est-à-dire que je chantais hier soir, voyez-vous, alors, oui, entre autres. Ah oui. J'ai un spectacle de café-concert et hier soir, je chantais à la Michaudière avec ma partenaire Ouais. Charlène Duval. Viens Et Poupoule. voilà, Viens Poupoule. Ouais. Viens Poupoule que nous allons donner au Festival de Ramatuelle d'ailleurs cet été le 6 août. Et 1h20 sur le café-concert et 17 chansons de l'époque. C'est-à-dire 1860, 1920, 25, Ouais. voilà. Parce que vous avez une très belle voix aussi, Annie, vous chantez Et beaucoup. j'adore ça, et ça rend tout le monde heureux, c'est super. Qu'est-ce que ça donne, Viens Poupoule par Annie Dupéret? Viens Un Poupoule, petit extrait. viens Poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Oh. Ah, ça a l'air sympa. Mais ça veut dire que ce nouveau look que vous avez, qui est très coloré, qui est très joyeux, Quand je chante, je frise. c'est votre look de scène, c'est ça? C'est Voilà, parce que c'est vous parce êtes sur que pour scène. passer les D'accord. micros dans les cheveux frisés, c'est très bien parce qu'on peut les mettre sur le front. Je déteste les micros qui arrivent sur la joue, je tape dedans, ça frotte. Je Micro déteste Madonna, ça. ouais. Donc on démonte les trucs et on le passe à D'accord. travers les cheveux. Et Moi, dans les j'aime cheveux bien. frisés, ça Ouais. se voit pas. On Je trouve adore ça, ce look. Hein. Ça correspond beaucoup plus à votre petit grain de folie, comme ça. Non, Un c'est petit bien. grain, oui, C'est qui très ne veut bien. pas me quitter. Hein. Et alors, vous venez, Annie Dupéret, de publier vos mémoires intitulées Oh non, Respire. Non, surtout on dit pas. pas mémoire. ah non, surtout pas. Justement, j'ai refusé d'écrire mes mémoires. Alors, non, un récit non. autobiographique, Ah oui. on peut le dire comme ça. Oui, des souvenirs. Des souvenirs. Oui, autobiographiques dans le sens où ce sont des petites phrases que j'ai entendues et Ouais. qui me sont restées en mémoire, mais qui parlent souvent d'autres personnes, d'anecdotes du métier ou personnelles, ou 32 petites histoires. Moi, j'appelle ça un livre à sieste. Ah oui. Parce qu'on peut, il y a entre 10 pages et 2 pages, on peut lire un petit texte où je parle de mes vieux copains, de Rochefort, de Marielle, d'Agnès Varda, Ouais. de gens que j'ai Mais ça veut pas rencontrés dire qui qu'on va m'ont... s'endormir du tout. Hein, je le précise, Voilà, hein. c'est ça. Mais on sait où on en est quand on se Voilà. réveille. Voilà, c'est ça. Et alors, vous parliez de ces petites phrases. Il y en a une qui donne le titre de ce livre, c'est Respire, c'est de l'iode. C'est une phrase de votre grand-mère paternelle, c'est ça? Oui. La première qui vous est venue quand vous avez commencé à écrire Oui, ce parce livre. que c'est la première dont je me souviens. Après, puisque j'ai établi les choses tout de suite, c'est vrai que j'ai trouvé mes parents morts, moi, à 8 ans et demi. J'étais pas bien vaillante après. Et l'air de la mer était censé me requinquer, me donner des couleurs et tout. Seulement, à Dieppe, qui était le plus proche de Rouen où nous habitions, la plage de Galets en pente, ma grand-mère pouvait pas y marcher, l'eau était glacée, on avait peur que j'attrape froid. Donc, il restait le port, qui puait le gasoil, le poisson pourri, la frite de la gargote voisine. Mais plus ça sentait fort, plus c'était censé être bon pour ma santé. Et tous les dimanches, ma grand-mère me disait, respire, c'est de l'iode. Mais sinon, Dieppe, c'est très joli quand même. On Mais voudrait très joli, dire c'est aux sympa, très auditeurs joli. d'aller quand même visiter Dieppe. Parce Et qu'il y a alors, pas que le Dieppe est port. très joli, voilà. vous avez commencé à en parler, effectivement. Il faut expliquer qu'en 92, vous avez publié votre livre autobiographique qui s'appelait Le Voile Noir, Oui. dans lequel vous racontiez donc ce drame de votre vie, la mort de vos parents quand vous aviez seulement 8 ans et demi, vos parents qui ont succombé à une intoxication au monoxyde de carbone. Et vous dites dans votre livre, je suis peut-être le seul écrivain dont les lecteurs ont changé la vie. C'est vrai. Parce que beaucoup de lecteurs vous ont écrit après, et notamment des médecins. Ah oui. Je sais plus, j'ai reçu 8000 lettres, quelque chose comme ça. Je prenais mon paquet au sens propre, qui m'arrivait du seuil toutes les semaines. Et je lisais ces lettres qui étaient... jusqu'à présent, vous savez, quand on a vécu un truc comme ça, un traumatisme comme ça, on est seul avec sa douleur unique. On est enfermé dans cette chose. Comment s'en tirer? Le voile noir, c'était je soulevais le pansement. Comment on peut pendant 30 ans ne pas faire un pas vers le deuil? Et en fait, après le voile noir, rien n'était vraiment avancé. J'avais poussé un cri. Et puis, hop, les lettres sont arrivées, m'ont amené dans le sort commun.
en me faisant partager d'autres douleurs, d'autres expériences. Et puis sont arrivées effectivement 5 lettres de médecins qui m'ont appris ce qui s'était passé le matin à la mort de mes parents. Et c'est tout à fait extraordinaire. Je gardais une vague culpabilité. Vous aviez une grande culpabilité. De ne m'être pas réveillé. Je m'étais dit, si je m'étais réveillé plus tôt, j'aurais pu ouvrir la porte, peut-être les sauver. Tout ça, c'était. Et puis voilà, ils m'ont appris que j'étais touché moi-même par le monoxyde de carbone, et donc je ne pouvais pas me lever. Et que c'est pour ça que vous pouviez pas vous lever, parce que vous étiez certainement vous-même intoxiqué. Et le intoxiqué. jour où j'ai reçu cette lettre-là, je sais pas comment j'ai fait. J'étais dans un fauteuil avec des accoudoirs en plus. J'ai pris un tel choc que je me suis retrouvé par terre. C'est quand même extraordinaire, comme une nouvelle comme ça. Donc, et puis sont arrivés après 4 lettres qui semblaient avoir lu la lettre précédente, qu'elle est un peu plus loin. C'est tout à fait incroyable. Et c'est une thérapie pour vous d'écrire, encore aujourd'hui ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Non, celui-là, c'était une thérapie. Alors tout le monde me disait, mais comment tu vas écrire une chose aussi intime, aussi... je disais oui, mais enfin, tout le monde a des problèmes avec la mort. Tout le monde a des problèmes avec le deuil. Alors moi, c'est une histoire particulière, effectivement, mais je vois pas en quoi ce serait si impudique de pouvoir parler aux gens. Ça, si on est complètement sincère et complètement direct, comme Bien ça. sûr. Et au contraire, beaucoup de gens s'y sont retrouvés à la preuve avec toutes ces lettres que vous avez reçues. J'ai l'immense fierté que ce livre soit souvent étudié en classe. Ouais. Et alors, vous racontez aussi qu'après la mort de vos parents, vous êtes accueillis donc chez votre grand-mère et votre tante, toutes deux veuves, et donc vous allez devenir comme ça une famille de femmes fortes, en fait, c'est ça ? Oui, j'ai j'ai un texte là-dessus sur la petite phrase que m'a dit un ami un jour, sachant que j'étais justement, vous voyez, je fais un café-concert avec un gars déguisé en fille. Ouais. Quand je jouais Shakespeare et Giraudoux au théâtre de la Ville à 23 ans, grâce à un copain danseur, j'ai découvert l'Alcazar de Jean-Marie Rivière. Je faisais l'after avec les gars. Après, j'ai été à la Grande Eugène, j'ai découvert les débuts de Jean-Claude Dreyfus, et puis Michou, et puis les copains. Et il m'a dit, c'est quand même extraordinaire, cette complicité de toujours que tu as avec les gars déguisés en filles. Et il a dit cette phrase extraordinaire, on dirait que c'est ton autre sexe. Et là, toute ma jeunesse s'est éclairée. Élevé que par des femmes, comme un garçon. Sans être prévenu de rien, comme fille. Laissé dans une liberté absolument incroyable, sans aucun exemple de couple, aucun homme à la maison. J'étais un être hybride. En fait, moralement, alors à l'époque, dans les années 70, je draguais, je vous raconte pas. Comme un garçon. Comme un garçon. Et je regardais les filles et j'y comprenais rien. Je disais, mais pourquoi elle fait 2 pas en arrière alors qu'elle a envie de faire un pas en avant, cette conne? Et je comprenais pas. Et puis bon, petit à petit, je suis devenue une vraie femme, mais au départ, c'était... Alors j'avais commencé à faire mes vêtements, je me maquillais beaucoup parce que j'avais été aux Beaux-Arts, donc quitte à avoir abandonné les Beaux-Arts, je me peignais moi. Et en fait, je me suis dit, mais t'as raison, je faisais comme eux. Je me déguisais en fille. Et on va continuer à raconter ces histoires, parce que vous racontez aussi votre première relation sexuelle à 17 ans, en arrivant à Paris, et visiblement ça vous a fait... Non, j'ai pas dit ça, moi. Ah si ? J'ai pas raconté ça, si, j'ai raconté ça. Oui. Oh, non. Visiblement ça vous a fait ni chaud ni froid d'ailleurs. Ça a beaucoup plus marqué Thomas Hill. À la fin vous dites, voilà une bonne chose de faite. C'est vrai. C'est ça la conclusion. Vrai. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. 9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média, Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la comédienne, écrivain Annie Dupéré pour son livre Respire. C'est de l'iode que Thomas est en train de montrer sur europe1.fr si vous nous suivez en vidéo. Le livre est publié aux éditions du Seuil. Et on va continuer à l'explorer, ce livre. On va évoquer des souvenirs à l'aide de petits sons. Voici le premier. Cézanne Pain de France Gall. Alors au départ, Annie Dupéré, c'est pas la comédie vraiment qui vous attire, mais les beaux-arts. Votre tante, elle a très vite compris que vous aviez besoin des arts, de dessin, de peinture, de danse, d'écriture. C'était tout ça pour supporter aussi la perte de vos parents. Elle a compris. Ma tante était une femme merveilleuse qui a été une enfant sacrifiée. C'est-à-dire que à l'époque, bon, j'ai une famille très gaie quand même. Ma grand-mère avait eu 3 deuils, ma tante a été veuve à 29-30 ans. Puis elle avait dit on n'aime qu'une fois.
Donc après, d'où la manière dont j'ai été élevée par des femmes battantes qui se sont battues dans la vie comme ça. Et puis c'est vrai que elle a compris. J'étais sa revanche. Elle a été sortie de l'école à 11 ans, alors que très intelligente, première en classe, elle voulait devenir professeure. C'est un peu à Yvetot. On a parlé de ça avec Annie Ernaux. On a eu un interview croisé un jour avec Annie où je lui ai dit, tu vois, ta chance à toi, ça a été d'être fille unique. Parce que ma tante voulait faire des études comme toi. Et malheureusement, elle avait 2 frères. Donc, sortie de l'école à 11 ans pour servir au bistrot de ma grand-mère, servir les sous-lots à 11 ans au lieu d'aller en classe, et ma tante avait ça dans la gorge, et quand elle a hérité de moi à 9-10 ans, qu'elle a vu que j'étais très douée pour le dessin, pour ceci, j'étais aux Beaux-Arts à 10 ans et demi, 11 ans, au cours du soir, déjà. Et au cours de danse. Et là, j'avais tous les livres que je voulais parce que je dévorais les livres, j'écrivais beaucoup. Elle m'a mis toutes les cartes en main. C'est ça. Toutes les cartes en main. D'ailleurs, vous avez une anecdote assez amusante, parce que jeune comédienne, vous racontez que vous aviez la main assez lourde sur le maquillage, et que c'était peut-être votre vocation, finalement, contrariée de peintre qui s'exprimait. Contrariée de peintre, voilà. Et j'ai fait un texte sur mon admirable professeur de peinture. J'étais à 14 ans et demi aux Beaux-Arts. Je suis encore fière. Les Beaux-Arts de Rouen, qui était une école magnifique, je suis rentré 2e sur concours, quand même. À 14 ans. 14 ans et demi. Donc, à 15 ans pile, j'étais aux Beaux-Arts. Et il y avait un prof de peinture, Robert Savary, qui a été mon complice tout de suite parce que il me disait en douce, on a la même palette. Tu peins clair, c'est rare pour une débutante. Et puis un jour, effectivement, c'est le prétexte de cette phrase là, comme ça, dont je me suis servi. J'ai fait une copie assez vite d'un truc assez difficile quand même à reproduire. Et il me glisse, oh, c'est normal, t'es coloriste. J'ai dit, ah bon, je le regarde avec surprise. Et j'ai dit, ah bon, quoi ça? Il me dit, coloriste, c'est tout simplement que tu sais d'instinct, quelle couleur il faut mélanger pour obtenir une teinte précise. J'ai dû avoir un sourire un petit peu satisfait, et il m'a lancé cette phrase merveilleuse, t'as pas à être fier, c'est un don. Wow. Magnifique. Ah ouais, c'est une très belle phrase. Donc il y a un texte qui s'appelle Pas de quoi être fier, c'est un don. Et sur ce, effectivement, j'ai retenu cette phrase parce que ça m'a appris qu'on ne peut être fier que ce qu'on a acquis avec l'effort, avec un vouloir, et que si on a un don, on va pas s'en glorifier, c'est tout. Un don parmi d'autres, parce que vous êtes aussi chanteuse, Annie Dupéret, comme on va l'entendre. La poudre aux yeux, il nous faut du bonheur en ultra choc. La poudre aux yeux, il faut mordre dedans en super toc. Elle mère, tel fils, les générations s'entremêlent. Feu d'artifice, le vieillard et la jouvencelle. Annie Dupéret et Bernard Giraudot dans la comédie musicale Attention fragile, montée en 1980, alors que la France n'était pas du tout habituée aux comédies musicales. Vous avez été plutôt précurseur sur ce coup-là. J'avais des beaux textes, des chansons qui étaient un prétexte à la comédie musicale à 2, 30 personnages, 15 numéros de danse, 15 chansons, et de Claude Lombard, magnifique compositeur qui est mort il y a un an malheureusement. Et effectivement, j'avais ça dans les mains. On faisait tous les deux de la danse, on faisait tous les deux des cours de chant. On se dit, personne jamais va nous proposer de nous en servir. Donc on a monté ça pendant 1 an, sans avoir de théâtre encore. On a tout refusé pour monter ça. C'était vraiment notre histoire de couple. On s'est découvert de la même veine là, à ce moment-là. Vous parlez même de gémellité. On a eu un théâtre. Et on a joué ça pendant 2 ans, quoi. Et c'est vrai que vous parlez même de gémellité avec Bernard Giraudot, c'est assez joli. Vous avez vécu 15 ans d'amour intense avec lui, vous avez construit votre maison vie dans la Creuse où vous habitez toujours aujourd'hui. Mais vous dites que Bernard avait du mal avec l'idée du bonheur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il avait eu, je peux le dire maintenant parce qu'ils ont disparu, il avait eu une enfance extrêmement ennuyeuse. Et la terreur de l'ennui faisait qu'il fallait toujours un mur pour taper dedans, pour c'est vrai que quand on était bien, on était heureux, il disait, ça y est, on devient con. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'était, pour moi, qui avait connu des vrais malheurs, il s'acharnait toujours il y avait toujours un problème, fallait casser, fallait des épreuves, fallait des trucs comme ça. Et moi, je me disais, mais comment il peut pas se rendre compte de la chance qu'on a, quoi? Ouais. Pourquoi toujours ce besoin de casser, d'épreuves,
Et vraiment, bon, c'est vrai qu'au bout de 15 ans, j'ai dit j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Ouais. Et en fait, c'est moi qui ai décidé. Vous êtes tout l'inverse, vous. Voilà, d'arrêter. D'ailleurs, on est restés amis, mais j'ai dit là, ça va, là, moi, j'y arriverai pas. Et malheureusement, c'est pas moi qui suis parvenu à le changer, à lui faire comprendre, c'est le cancer. Ouais. J'aurais préféré que ce soit moi. Voilà. Parce qu'avec la maladie, il a réalisé ce que c'était que le bonheur. C'est un homme qui s'est retourné comme un gant. D'un coup, il a compris tout ce il en pleurait, hein. Il en pleurait, c'était incroyable. Allez, encore un extrait sonore. Oui, vous reconnaissez la musique de Germinal, effectivement. Germinal, à l'époque, le film le plus cher du cinéma français, en 93, réalisé par Claude Berry. Et vous racontez d'ailleurs votre rendez-vous avec le réalisateur qui a pris le temps de vous parler de votre livre. Le voile noir, le voile noir. Oui. Alors, c'est un texte qui s'appelle Suce-la, bon Dieu, suce. Oui, c'est bon. À propos des écrevisses. On comprend c'est ça à la fin. On comprend pourquoi à la fin. Je vais pas trop en parler, parce que je vais faire des lectures. C'est un livre qui se prête bien aux lectures entre Agnès Varda, tout ça et tout. Mais il faut quand même et à la fin, je demanderai aux gens à choisir entre deux textes. Voilà, à main levée, vous voulez que je vous lise Annie, je ne peux pas jouer ça, ou Suce-la, bon Dieu, suce. Bon, a priori, le choix sera vite fait par le public, ça c'est clair. Vous voulez nous raconter cette anecdote ou pas? En version courte. En version courte, oui. Eh bien, nous avions la grande scène des bourgeois. À la fin, les patrons de la mine, je faisais un personnage, la femme de la épouvantable, qui mariait son neveu, dont elle était la maîtresse, à une jeune femme dont on sentait très bien qu'elle allait la fourrer dans son lit aussi très vite. Enfin, une chatte persane, voilà. Ouais. Et puis alors, ce déjeuner, nous avons mangé à 6 acteurs autour d'une table en 3 jours, 650 écrevisses. Waouh! Et c'est vrai que plusieurs fois ce qui se disait en mondanité n'était pas extrêmement important, et la chose la plus importante pour Claude était qu'on voit les bourgeois manger un mets raffiné alors que les mineurs crevaient de faim. Et bon, il tenait absolument à ce qu'on nous voit manger, et est arrivé le jour des gros plans. Et une charmante, adorable comédienne, Annie Callan, la mère de Bernard Allan, et jouait la bourgeoise qui mariait sa fille, on pourrait dire qu'il vendait sa fille au patron de la mine. Et elle était là, elle avait beaucoup de textes parce qu'elle était très contente de faire un beau mariage à sa fille, elle avait beaucoup de textes. Et quand sont arrivés les gros plans, il y a eu de la pièce voisine derrière ses écrans de contrôle, avec un micro. Claude a dit: c'est bien ton texte, Annick, c'est bien, mais écoute, excuse-moi, je t'ai pas vu manger. Et oui, mais tu comprends, Claude, c'est pas facile, tu sais, tout en parlant. Oui, mais s'il te plaît, faut un effort parce qu'il faut que je te vois manger, vois-tu. Bon, alors, 6 prises. À la 7e, Annick, elle avait sa petite écrevisse qui tremblait au bout de ses mains parce qu'elle commençait vraiment à être très nerveuse. Elle recommence son texte vaillamment, en cherchant désespérément entre quels mots elle pourrait gober le truc. Et là, tout à coup, on a entendu un hurlement de la pièce voisine. « Mais suce-la, bon Dieu, suce !» voilà. C'était une écrevisse. Alors, on est tous tombés autour de la table, évidemment. Parce que magnifique. Voilà. Annie Dupéret dans ses œuvres. On a envie de le voir, ce texte sur scène. Respire, c'est de Lyot. C'est votre nouveau livre disponible aux éditions du Seuil. Dans un instant, on va parler sport avec Sacha Nokovic. On revient tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe